Crise anglophone. Des accusations qui visent le sommet de l'État. Introduction. Une accusation grave circule depuis quelques jours dans les cercles proches du dossier anglophone. Et si elle interpelle autant, c'est parce qu'elle ne vise pas n'importe quel acteur, mais l'un des postes les plus puissants de l'appareil d'État camerounais. Une question agite désormais l'opinion. Et si la persistance d'une crise, qui dure depuis près d'une décennie, servait, selon certains, des intérêts qui dépasseraient la seule recherche de la paix? Ce sont des mots lourds, portés par un homme qui a lui-même connu la lutte armée avant de rejoindre les efforts de résolution du conflit. Mais une accusation, aussi grave soit-elle, reste une accusation. Voyons ensemble ce qu'elle contient, d'où elle vient, et ce qu'elle laisse en suspens. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Avant d'entrer dans le vif de ces déclarations, rappelons le cadre. La crise dite anglophone touche, depuis 2016, les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ce conflit, né de revendications socio-professionnelles avant de se transformer en confrontation armée, a fait, au fil des années, un nombre important de victimes et de déplacés, documenté par plusieurs organisations humanitaires internationales. C'est un fait établi, largement reconnu, qui constitue la toile de fond de toute déclaration touchant à ce dossier. Dans ce contexte, deux fonctions institutionnelles occupent une place centrale. Celle du Premier ministre, chef du gouvernement, poste occupé par Joseph Dion-Gut depuis 2019, et celle du secrétaire général de la présidence de la République, poste tenu par Ferdinand Ngo. Ce sont deux fonctions réelles, vérifiables, inscrites dans l'organigramme officiel de l'État camerounais. Voilà pour le solide. C'est dans ce cadre qu'intervient la prise de parole de Success Nkongo. Cet homme est identifié comme un ancien responsable du mouvement séparatiste ambazonien, ayant par la suite choisi de s'impliquer dans les démarches de résolution du conflit, notamment à travers une organisation qu'il dirigerait, le Cameroun Liberation Movement. Son parcours, marqué par ce passage d'une posture de lutte à une posture de dialogue, confère à sa parole un poids particulier dans le débat public, sans que cela ne garantisse, pour autant, l'exactitude de chacune de ses affirmations. Partie 2. Le conflit, les tensions. Selon les propos rapportés de Success Nkongo, le secrétaire général de la présidence chercherait à maintenir la crise anglophone en l'état, dans la perspective d'une future accession à la magistrature suprême. Une accusation d'une gravité considérable, qu'il convient de présenter précisément pour ce qu'elle est, une allégation portée par une seule source, non corroborée à ce stade par une preuve matérielle rendue publique. D'après ces déclarations, le secrétaire général instrumentaliserait certains ministres et responsables originaires des régions anglophones, dans le but, toujours selon cette source, de les inciter à ne pas suivre les orientations du Premier ministre, pourtant engagé de longue date dans la recherche d'une sortie de crise. Nkongo affirme même que certains responsables se seraient vus dire, par le secrétaire général, qu'il serait déjà ministre à 80%. Une formule rapportée qui, si elle était confirmée, illustrerait un climat de pression informel au sommet de l'appareil d'État. Plus grave encore, Success Nkongo relie à cette même dynamique l'arrestation de Maxime Eko, ancien directeur général de la recherche extérieure, présentant cette arrestation comme la conséquence d'un refus de collaboration avec le projet politique qu'il prête au secrétaire général. Là encore, il s'agit d'une interprétation portée par une source unique, qui établit un lien de cause à effet entre deux événements sans qu'aucune preuve matérielle n'ait, à ce jour, été rendue publique pour l'étayer. Le camp du secrétaire général, de son côté, n'a apporté, à notre connaissance, aucune réponse publique à ces accusations. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Ce qui frappe dans cette nouvelle sortie, c'est qu'elle ne semble pas complètement isolée. Ces déclarations feraient écho, selon les informations disponibles, à des propos attribués précédemment au capitaine Cyril Serge Atonfa Kefoudou, qui aurait lui aussi évoqué le rôle supposé du secrétaire général de la présidence dans les difficultés rencontrées autour de la crise anglophone. Et là, forcément, les questions commencent à s'accumuler. Deux profils différents, deux parcours différents, mais une accusation qui semble pointer dans la même direction. Est-ce le début d'un véritable faisceau d'indices ? Ou sommes-nous simplement face à une même information qui circule, se répète et finit par prendre de la force à mesure qu'elle passe d'une personne à l'autre? Pour l'instant, impossible de trancher. Parce qu'en matière d'informations sensibles, la répétition ne transforme pas automatiquement une accusation en vérité. Une personne peut se tromper. Deux personnes peuvent reprendre la même information. Trois personnes peuvent raconter la même histoire parce qu'elles l'ont tout entendu de la même source. Au Cameroun, parfois, une rumeur fait tellement de kilomètres qu'elle finit par revenir avec un passeport et une nouvelle identité. Il faut donc distinguer deux choses. Le fait que plusieurs personnes tiennent des propos similaires et l'existence d'éléments indépendants permettant de vérifier ces propos. Le premier élément peut attirer l'attention. Le second est nécessaire pour commencer à établir une réalité. Mais le contexte dans lequel ces accusations apparaissent mérite également d'être regardé de près.
La question de la succession présidentielle occupe aujourd'hui une place croissante dans les conversations politiques camerounaises. Dans un environnement marqué par les interrogations autour de l'avenir du pouvoir et par l'absence prolongée du président Paul Biya, les personnalités considérées comme proches du sommet de l'État sont naturellement davantage observées. Chaque déclaration devient alors susceptible d'être interprétée comme un indice. Chaque déplacement peut être commenté. Chaque nomination peut être analysée. Et chaque silence peut recevoir une signification que son auteur n'avait peut-être même pas imaginée. Au Cameroun politique, parfois, tu tousses au palais et quelqu'un quelque part commence déjà à chercher le décret qui t'a fait tousser. Mais cette atmosphère de suspicion ne permet pas, à elle seule, de confirmer ou d'infirmer les accusations portées contre Ferdinand Ngo. Elle rappelle simplement que ces déclarations interviennent dans un contexte particulièrement sensible. Autre question. Quel pourrait être l'intérêt de Success Nkongo, ancien acteur de la mouvance séparatiste engagé dans des démarches de dialogue, à porter publiquement une accusation aussi lourde? Plusieurs lectures sont possibles. La première consiste à considérer qu'il pourrait simplement témoigner de ce qu'il aurait personnellement observé ou compris au cours de son implication dans les démarches liées à la crise anglophone. Dans cette hypothèse, ces déclarations mériteraient d'être examinées sérieusement, puis confrontées à d'autres sources. La deuxième lecture est beaucoup plus politique. Certains pourraient se demander si ces propos ne s'inscrivent pas dans les tensions et les rivalités qui traversent depuis longtemps les différents acteurs du dossier anglophone. Dans un conflit aussi complexe, chaque interlocuteur peut avoir son propre agenda, ses propres alliances et sa propre lecture des événements. Et puis il y a une troisième possibilité, que certaines affirmations soient fondées sur des perceptions personnelles ou des informations difficiles à vérifier. Voilà pourquoi la prudence est indispensable. Parce qu'au Cameroun, dès qu'une personnalité parle, une partie du public veut immédiatement savoir il est avec qui. Avant même de demander, est-ce que ce qu'il dit peut être vérifié? Or, ces deux questions ne doivent pas être confondues. Une personne peut avoir des intérêts politiques et dire quelque chose de vrai. Une personne peut être très respectée et se tromper. Une personne peut être critiquée et néanmoins fournir une information pertinente. Ce n'est donc pas seulement celui qui parle qu'il faut examiner. C'est aussi ce qu'il dit, les éléments qui l'accompagnent et la possibilité de vérifier ses affirmations. Et si, un jour, ces accusations étaient accompagnées de documents, de témoignages indépendants ou d'éléments matériels suffisamment solides, alors la discussion changerait complètement de niveau. Car il ne s'agirait plus simplement d'une polémique médiatique. Il faudrait alors se demander si certains mécanismes institutionnels auraient effectivement empêché des initiatives susceptibles de contribuer à la résolution de la crise anglophone. Et cette question serait extrêmement importante. Parce que derrière les rivalités entre responsables, les déclarations publiques et les batailles de communication, il existe une réalité beaucoup plus lourde. Des populations qui vivent depuis des années avec les conséquences du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est finalement cela qui devrait rester au centre du débat. Qui a bloqué quoi? Qui a proposé quoi? Pourquoi certaines initiatives auraient-elles échoué? Et surtout, quelles leçons l'État camerounais peut-il tirer de toutes ces années de crise? Mais pour répondre sérieusement à ces questions, il faut sortir du simple affrontement des récits. Il faut des faits. Il faut des documents. Il faut des témoignages vérifiables. Il faut, lorsque c'est possible, des enquêtes indépendantes. Parce qu'une crise aussi grave ne peut pas être réduite à une succession de « quelqu'un m'a dit que quelqu'un aurait empêché quelqu'un de faire quelque chose ». Sinon, on finit par avoir tellement de « quelqu'un » dans l'histoire que même le dossier lui-même demande à être présenté. Alors oui, les déclarations de Success Nkongo peuvent susciter des interrogations. Oui, leur convergence apparente avec certains propos attribués au capitaine Atonfak mérite d'être observée. Mais observer n'est pas condamné, et interroger n'est pas accusé. Pour l'instant, aucune enquête indépendante ni aucune instance judiciaire n'a, à notre connaissance dans le cadre de cette analyse, établi comme fait les accusations évoquées. La question reste donc ouverte. Et peut-être que le véritable enjeu n'est même plus seulement de savoir si tel responsable a été accusé par telle personne. Il est de comprendre pourquoi, après autant d'années de conflit, les Camerounais restent encore obligés de chercher la vérité entre les déclarations contradictoires, les silences institutionnels et les récits politiques. Parce qu'au final, les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'attendent pas un nouveau chapitre du feuilleton politique. Elles attendent surtout une solution. Et ça, même le meilleur commentaire WhatsApp du Cameroun ne pourra pas le remplacer. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Il y a, dans les crises qui s'éternisent, un phénomène assez particulier que l'on retrouve dans beaucoup de systèmes politiques. À force de durer, une crise peut finir par devenir plus qu'un problème à résoudre. Elle peut devenir un élément du paysage politique. Et c'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Au départ, une crise est une urgence. On cherche une solution.
On réunit les parties. On négocie. On fait des propositions. On cherche des compromis. Bref, tout le monde veut sortir de la crise. Mais lorsque les années passent et que la crise reste là, une drôle de mécanique peut apparaître. Les acteurs changent, les discours changent, les stratégies changent, mais le problème, lui, reste assis tranquillement dans son fauteuil. Comme un locataire qui aurait oublié depuis longtemps qu'il devait déménager. Attention, cela ne signifie évidemment pas que chaque responsable ou chaque institution souhaite maintenir une crise. Ce serait une conclusion beaucoup trop lourde sans preuve. Mais il est légitime de poser une question plus générale. Dans une crise qui dure aussi longtemps, qui gagne quoi et qui perd quoi? Parce que dans une société en conflit, certains acteurs peuvent tirer une forme de légitimité de leur capacité supposée à apporter la solution. Celui qui réussit demain à dire « c'est moi qui ai trouvé la voie de sortie » peut naturellement apparaître comme l'homme providentiel. Et là, la politique devient presque une pièce de théâtre. Acte 1, le problème apparaît. Acte 2, les réunions commencent. Acte 3, les négociations avancent ou n'avancent pas. Acte 4, les déclarations se multiplient. Acte 5, tout le monde explique pourquoi la solution est compliquée. Et puis, un jour, quelqu'un arrive avec son costume de sauveur. « Mes chers compatriotes, j'ai la solution. » Le public applaudit. Mais entre-temps, les populations ont vécu des années de souffrance. C'est précisément cette contradiction qu'il faut interroger. Parce que pour les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la crise n'est pas une théorie politique. Ce ne sont pas seulement des communiqués, des réunions dans des hôtels, des déclarations à la télévision ou des débats sur les réseaux sociaux. Ce sont des vies perturbées, des familles affectées et des communautés qui aspirent avant tout à retrouver une existence normale. Et c'est là que la satire devient presque douloureuse. À Yaoundé, une crise peut devenir un dossier. À Bamenda ou à Buéa, elle peut être une réalité quotidienne. La différence est énorme. On peut donc comprendre pourquoi l'opinion publique se pose régulièrement cette question. Si une solution existe, pourquoi est-elle si difficile à trouver? Et surtout, quels sont les véritables obstacles? Sont-ils militaires? Politiques? Institutionnels? Diplomatiques? Ou y a-t-il plusieurs facteurs qui se mélangent? Voilà les questions sérieuses. Mais attention à ne pas franchir la ligne qui sépare l'analyse du procès d'intention. Car dire qu'une crise prolongée peut, de manière générale, créer des opportunités politiques pour certains acteurs est une hypothèse raisonnable à examiner. Dire qu'un individu précis aurait volontairement entretenu cette crise uniquement pour en tirer un bénéfice personnel est une accusation beaucoup plus grave, qui nécessite des preuves solides. Et c'est justement là que le journalisme doit garder les pieds sur terre. Parce qu'au Cameroun, nous aimons parfois tellement les scénarios compliqués que lorsque la réalité est simple, elle nous déçoit. On veut toujours savoir qui est derrière qui appelle qui finance qui protège qui bloque qui. À ce rythme, bientôt, pour comprendre pourquoi une réunion a été reportée, il faudra créer une commission d'enquête, 2 sous-commissions et un groupe WhatsApp. Mais une véritable analyse ne consiste pas à inventer les coulisses. Elle consiste à examiner les faits disponibles et à reconnaître ce que nous ne savons pas. Et pour l'instant, ce que nous savons, c'est que des accusations graves ont été formulées. Ce que nous savons également, c'est que des propos antérieurs attribués au capitaine Effoudou semblent aller dans une direction similaire. Mais ce que nous ne savons pas encore, c'est si ces déclarations reposent sur des éléments indépendants, documentés et vérifiables. C'est cette distinction qui est fondamentale. Parce que 2 personnes peuvent raconter la même chose et avoir raison. Mais 2 personnes peuvent également raconter la même chose parce qu'elles ont entendu la même information. La concordance des récits mérite donc d'être examinée, mais elle ne constitue pas à elle seule une preuve définitive. Et si demain des documents apparaissaient? Si des témoignages indépendants venaient confirmer certains éléments? Si une enquête officielle ou indépendante établissait effectivement des responsabilités? Alors le débat changerait complètement de dimension. Mais en attendant, nous devons résister à cette tentation très camerounaise de transformer immédiatement une question en réponse. Parce qu'une question peut être pertinente sans que sa réponse soit déjà connue. Et parfois, la meilleure chose que puisse faire un journaliste, c'est simplement dire « Nous ne savons pas encore ».